Bienvenue dans le podcast de la stratégie du bonheur. Ce podcast est à destination des entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui veulent vivre de leur passion et contribuer dans le monde avec un business éthique et authentique. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue, je suis Claire Labbé, l'Equi-Coach des entrepreneurs. Vous avez bien entendu, je coach les entrepreneurs avec le soutien des poneys et des chevaux. Ils sont l'incarnation du pouvoir non prédateur et dans notre société si prédatrice, ils ont beaucoup à nous apprendre pour réintégrer, en tant qu'entrepreneur, un business tout aussi puissant, mais bien plus bienveillant et respectueux des humains, des animaux et de la planète. Dans ce podcast, je partage des conseils, interviews, des moments d'introspection, des exercices aussi, pour vous aider dans votre grande et belle mission d'entrepreneur au grand cœur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note ou un commentaire sur la plateforme de votre choix, ou même à partager ce podcast à vos amis ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également aller sur le site www.lastratégiedubonheur.com pour retrouver des ressources gratuites pour aller plus loin et on peut poursuivre la conversation sur Instagram. Entrepreneuriat et chevaux, c'est quoi le rapport? Pourquoi est-ce que je suis Equi-Coach spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs? Pourquoi est-ce que je parle tant d'entrepreneuriat non prédateur? J'ai décidé de faire un focus aujourd'hui sur ce sujet pour vraiment montrer quel lien il y a entre le mode de fonctionnement des chevaux, le fait de s'inspirer du mode de fonctionnement des chevaux et comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre un entrepreneuriat plus éthique, plus bienveillant et pour autant sans non plus faire les bénis oui en mode bisounours, tout le monde il est gentil et puis on se défend pas et on va vraiment faire un focus particulier là-dessus. Donc je vais d'abord commencer par expliquer pourquoi les chevaux en particulier nous inspirent autant sur l'entrepreneuriat non prédateur et puis ensuite ce qu'on fera c'est que on regardera ensemble, on fera une comparaison entre les codes prédateurs et les codes non prédateurs dans le règne animal et comment est-ce que ça vient nous inspirer, nous, sur notre façon d'entreprendre au quotidien, que ce soit dans les relations humaines ou que ce soit dans les processus d'entreprise qu'on met en œuvre. Donc voilà un peu le programme pour l'épisode d'aujourd'hui et puis on reviendra sûrement faire des focus plus particuliers au fur et à mesure. Mais alors d'abord, pourquoi les chevaux en particulier? Alors faut savoir que pour survivre à l'état naturel, les chevaux, qui sont des grands herbivores, ont besoin de s'adapter à leur environnement et donc ils ont développé une capacité à reconnaître et à lire le langage non verbal des autres animaux. Donc ça veut dire des signes physiques, ça veut dire par exemple la pression sanguine, la fréquence respiratoire, tout ça c'est des indicateurs qui sont ultra précieux pour les chevaux, pour qu'ils puissent vivre ensemble en communauté et surtout conserver leur intégrité et donc véritablement leur capacité à vivre et à se protéger des prédateurs qui les entourent. Un cheval, du coup, comme c'est un grand herbivore, eh bien ça fait partie de la catégorie des animaux qui sont des non-prédateurs. Alors aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé de nom de quelque chose qui pourrait dire non prédateur mais sans mettre de la négative dedans. Ça veut pas dire que ce sont des proies, parce qu'on peut être prédateur et proie, donc on n'avait pas envie d'utiliser ce terme-là, mais plutôt d'utiliser pour l'instant le terme de non-prédateur jusqu'à ce qu'un jour peut-être quelqu'un trouve un meilleur terme à ce sujet. Donc le cheval est un animal non-prédateur, du coup par opposition aux animaux qui sont des animaux prédateurs, comme le lion, comme le chien, le chat, le dauphin, etc. Le cheval est un animal grégaire, donc il vit en troupeau, et quand il est à l'état de liberté, à l'état sauvage, eh bien les chevaux vivent en troupeau. Ils ont un système de perception, comme on l'a dit tout à l'heure, de perception sensorielle qui est ultra fin, ultra développé, et du coup, un cheval, il peut recevoir des informations dès les premiers signes, et donc il peut choisir de s'échapper quand il perçoit un danger, même à plusieurs centaines de mètres de lui. Et cette capacité d'anticipation qu'il a et la finesse qu'il a dans la perception, eh ben, ce sont des des outils, ce sont des compétences qu'il a développées et que on peut véritablement, enfin dont on peut véritablement
profiter quand on est en interaction avec lui, parce que du coup il sait très bien nous lire, un cheval, même quand nous-mêmes on n'a pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, et il voit ça avec une perception ultra fine. D'où tous les bénéfices que les humains ont captés de travailler en interaction avec des chevaux pour mieux comprendre ces modes de fonctionnement. Les animaux non prédateurs, ils suivent une philosophie de vie qui est du type vivre et laisser vivre, puisqu'ils ne tuent pas pour vivre. Et donc ça veut dire que par principe, dans leur mode de fonctionnement, ils attribuent beaucoup plus de valeur à la relation avec les autres plutôt qu'au territoire. Ça veut aussi dire qu'ils ont une orientation d'aide mutuelle et de sécurité pour le collectif. Et donc ils mettent un accent tout particulier sur la collaboration, et donc tout en protégeant les plus faibles. Je pense que vous commencez à voir un petit peu où est-ce que je veux en venir sur l'entrepreneuriat de type non prédateur, et vous commencez à entrevoir des différences avec le règne animal prédateur, et aussi les codes et d'éducation que nous, on a eu en tant qu'humains depuis la toute petite enfance dans nos sociétés occidentales, qui ont une orientation quand même très prédatrice. Le modèle dont je vous parle actuellement et que je vais venir décortiquer un petit peu plus avec vous, c'est celui qui a été créé par Linda Kohanov. Donc Linda Kohanov, c'est une de mes amies maintenant, chez qui je me suis formée aux États-Unis, et qui est la pionnière mondiale de l'équi-coaching ou de la médiation en général, accompagnée par les chevaux spécifiquement. Linda, elle a développé en observant les chevaux, en observant aussi d'autres grands animaux herbivores comme les vaches, etc. Elle a développé un modèle qui s'appelle le modèle du maître berger, et qui est d'ailleurs complètement décrit dans un livre qu'elle a appelé Pour un leadership socialement intelligent, les 5 rôles du maître berger. Ce modèle, il développe un modèle de leadership qui est aujourd'hui enseigné sur tous les continents, ce modèle du maître berger qui est aujourd'hui enseigné sur tous les continents, qui est enseigné autant dans des associations que dans des énormes multinationales, comme étant véritablement un principe managérial et relationnel, et véritablement une éducation qui est faite même au sein de très grosses entreprises internationales. Moi, j'ai vraiment fait un travail de me poser la question, comment est-ce que on peut amener ce modèle-là dans le monde de l'entrepreneuriat, au sens de pas les grosses entreprises, même pas les PME, mais comment est-ce que, en tant qu'indépendant, en tant que entrepreneur, qui n'avons pas forcément des grosses équipes, comment est-ce qu'on peut amener ce modèle-là pour pouvoir mieux collaborer ensemble entre entrepreneurs, dans une communauté d'entrepreneurs, pour pouvoir mieux collaborer avec nos clients, avec les prestataires avec lesquels on travaille, et comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre dans tous les processus de nos entreprises un mode de fonctionnement qui correspond à un mode de fonctionnement qui est beaucoup plus tourné vers le non prédateur. Alors nous, en tant qu'humains, on est et prédateurs et non prédateurs. On a véritablement les fonctionnalités, les compétences de ces deux règnes animaux. Ce qui est embêtant, c'est que dans nos sociétés occidentales, comme je disais tout à l'heure, on a été énormément éduqués avec des codes prédateurs. Et je pense que à l'ère où on parle de bienveillance, à l'ère où on parle de gentillesse, de respect mutuel, d'écologie, en fait, il y a tout un modèle qui peut nous aider à mettre en œuvre véritablement ces nouvelles valeurs, ces nouveaux paradigmes qu'on est énormément à vouloir voir vivre et expérimenter dans notre société actuelle, et qui correspondent à fondamentalement la réintégration pleine de notre pouvoir non prédateur, qui a été trop longtemps oublié. Dans son livre, Linda, elle explique que ces compétences de leadership non prédatrices, elles ont été fondamentalement perdues
quand nous, en tant qu'humains, on s'est dirigé de plus en plus vers un mode de vie qui était sédentaire, qui était basé sur une vie dans des villes, et aussi du coup avec un démarrage de positionnement en territoire et donc de lutte pour protéger nos territoires respectifs. Donc c'est un peu comme si on était passé d'un côté du balancier à un autre. On avait des anciens principes qui étaient très proches de ceux des animaux non prédateurs il y a des millions d'années. On a basculé vers des principes sédentaires qui nous ont amenés vers un mode de vie beaucoup plus prédateur et il est temps aujourd'hui, plus que largement temps, de redoubler de créativité et d'intégrer ces deux principes, prédateurs et non prédateurs, et d'apprendre à les utiliser à bon escient au bon moment. Donc dans ce podcast, eh bien ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va aller simplement explorer qu'est-ce que c'est que le pouvoir non prédateur, qu'est-ce que c'est que le pouvoir prédateur, concrètement à quoi ça ressemble en termes de gestes, en termes de comportement, pour que vous puissiez vous faire une idée de est-ce que vous voyez avoir des comportements prédateurs qui sont adaptés ou inadaptés, est-ce que vous voyez avoir des comportements non prédateurs qui sont adaptés ou inadaptés et que vous commenciez à entrevoir des possibilités, des chemins de faire différemment en tant qu'entrepreneur dans les processus de vos entreprises et dans les relations que vous entretenez avec les gens. Donc c'est parti. On va commencer par d'un point de vue du pouvoir non prédateur. Donc je vais vous lister une petite dizaine de critères non prédateurs et à chaque fois je vais vous mettre la comparaison de qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue du pouvoir prédateur. Donc, au niveau non prédateur, chez les non prédateurs, on va privilégier de soutenir les besoins et des individus, d'un groupe et du groupe simultanément. Donc ça veut dire que quand vous travaillez par exemple des partenariats avec d'autres entrepreneurs, eh bien vous allez avoir une volonté de véritablement faire en sorte que vos propres besoins qu'on réponde à vos propres besoins, mais qu'on réponde aussi aux besoins de la personne qui est en face de vous, qui est votre partenaire de travail, et que du coup tout le monde bénéficie du partenariat. A contrario, dans le pouvoir prédateur, quand on incarne un pouvoir prédateur, on pourrait avoir envie de créer des partenariats sans se poser la question de est-ce que ça bénéficie vraiment à la personne en face, et voire même utiliser les autres pour créer des partenariats qui sont en notre faveur aux dépens de la personne qu'on a en face de nous qui peut-être a moins bien négocié, qui peut-être sait moins bien négocier, et nous on n'en a rien à claquer, on écrase, on utilise les personnes pour notre propre bénéfice. Donc ça c'est déjà un premier aspect de à quoi ça peut ressembler le pouvoir non prédateur, ne serait-ce que quand on crée des partenariats, de véritablement avoir une conversation ouverte qui est au bénéfice, pour trouver un partenariat qui est au bénéfice de tout le monde. Et d'avoir un œil attentif à ça, même si la personne en face c'est moins bien négocié, même si la personne en face c'est moins bien exprimé de quoi elle a besoin, avoir un œil attentif à ce que ça lui serve aussi à elle. Je vous garantis que quand on a des partenariats aussi ouverts, aussi attentifs, quand on veille au bien-être de la personne qu'on a en face dans un partenariat, il n'y a pas photo. La personne, elle redouble d'efforts pour que le partenariat fonctionne, et puis vous avez des tellement plus belles surprises parce que tout le monde a envie de faire en sorte que ce soit bénéfique pour l'autre. Il y a un climat de confiance qui s'installe au lieu d'un climat de méfiance. Et donc ça donne envie de faire des efforts supplémentaires pour la personne avec qui on est en partenariat. Donc c'est double cadeau pour vous. Autre point. Dans le pouvoir non prédateur, on va attribuer beaucoup plus de valeur à la relation avec les autres plutôt qu'au territoire. Alors que dans le pouvoir prédateur, on va attribuer beaucoup plus de valeur au territoire et on va défendre son territoire, quitte à ce que ça vienne entacher les relations qu'on a avec les autres.
Clairement, quand on parle de guerre de territoire, on va venir parler, par exemple, de guerre au niveau des parts de marché. On va venir parler, par exemple, de guérilla sur: «Ah bah oui, mais ce client, je te l'ai envoyé, il m'appartient, tu me l'as piqué», et cetera. Moi, personnellement, dans toutes les relations que j'ai, que ce soit avec des partenaires, avec des clients, avec ce qu'on pourrait appeler des concurrents, je pars du principe qu'il vaut mieux que je préserve des relations de qualité, plutôt que de faire une guerre de territoire ou une guerre sur, quelques centaines ou voire même quelques milliers d'euros. J'y arrive pas 100 du temps à faire en sorte que la relation puisse être, heu heu, privilégiée et avoir des relations, absolument faciles et fluides avec tout le monde. Bien évidemment, c'est pas facile tout le temps, mais je dois quand même avouer que 99,9 du temps, quand, j'ai un problème de de a acquis, enfin un problème lié à l'argent, un problème lié, à un client, un problème lié à un contrat, un problème lié à un copywriting, un droit d'auteur, enfin tout ce qui tourne autour véritablement du territoire. Je privilégie toujours, d'avoir une relation de qualité et de faire en sorte que l'issue, du conflit se termine par une compréhension mutuelle parce que plus on a des bonnes relations avec le monde autour de nous, plus, c'est facile et fluide d'obtenir des recommandations, d'obtenir des partenariats, d'obtenir des nouveaux clients. Alors que si on se met tout le monde à dos parce qu'on a peur des autres, qu'on les considère comme des menaces et qu'on veut laisser rentrer personne dans notre territoire, on finit par s'isoler complètement. En tout cas, j'ai remarqué que ça marche, enfin que c'est vraiment le cas dans le monde de l'entrepreneuriat. Il y a des personnes qui s'isolent parce qu'ils ont peur et il y a des personnes qui, privilégient les relations et la qualité des relations qui s'entourent et ça crée une vraie coélévation mutuelle pour tout le monde. Autre point, sur le troisième point, sur le pouvoir non prédateur, au niveau du pouvoir non prédateur, on va privilégier le processus et donc le chemin. Le processus est plus important que l'objectif. Ça veut donc dire que la fin ne justifie jamais les moyens, alors que dans le pouvoir prédateur, l'objectif est plus important que le processus et que le chemin en lui-même, et donc tous les moyens sont bons pour atteindre son objectif. Donc concrètement, ça veut dire que, pour atteindre son objectif, parfois hem, on va créer des conflits. Parfois, on va trahir des amis, des partenaires, on peut même se trahir nous-mêmes au niveau de nos propres valeurs, qu'on peut se faire du mal à nous-mêmes en privilégiant pas notre bien-être, notre santé, et puis on va tout sacrifier pour atteindre un objectif. Je vois énormément d'entrepreneurs qui sacrifient leur vie, leurs enfants, leur couple, leurs amis, leurs partenariats, leurs clients parfois, leurs fournisseurs, pour atteindre des objectifs qu'ils se sont fixés à tout prix. Quand on intègre une part de pouvoir non prédateur, ça veut dire qu'on réintègre aussi une part d'écologie personnelle, une part d'être, en fait ça correspond à être, Hem, à profiter du chemin, à profiter des enseignements que nous apporte le chemin, à nous assurer qu'on est toujours en forme, qu'on a toujours de la disponibilité pour nous, de la vitalité, qu'on sait se reposer, qu'on sait s'offrir des pauses en chemin et que, parfois, peut-être il faut revoir nos objectifs pour préserver, notre qualité de vie plutôt que d'atteindre notre objectif à tout prix. Donc ça veut aussi dire développer une forme de pouvoir non prédateur vis-à-vis de nous-mêmes. C'est pas que vis-à-vis des autres. Quatrième point, le pouvoir non prédateur nous invite à arrêter de nous battre quand l'adversaire recule. Chez des chevaux, par exemple, imaginons qu'il y a un lion ou un loup qui est, en train d'attaquer des chevaux. Les chevaux vont repousser le prédateur, mais sans avoir une volonté de le tuer. C'est-à-dire qu'une fois que le prédateur s'est éloigné et qu'il est parti, on va pas le chasser jusqu'à le tuer.
Alors que chez les prédateurs, il y a une forte pulsion de lutte jusqu'à la mort. C'est bien normal parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Donc eux vont tuer leur proie pour pouvoir se nourrir d'eux. Et donc il y a cette pulsion qui est très forte, même entre prédateurs. Là, clairement, je pense qu'il n'y a pas de dessin à faire. Je vois pas l'intérêt dans l'entrepreneuriat d'aller descendre publiquement les autres parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, on le voit très fort sur les réseaux sociaux. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on peut tout à fait poser une limite, on peut tout à fait repousser une personne pour se protéger, pour protéger son business, mais ça veut pas dire que on doit aller lutter jusqu'à mettre cette personne à mort. Donc à mort, ça veut pas dire mettre à mort au sens de la tuer physiquement, mais on peut mettre quelqu'un à mort en lui pillant ses ressources, en lui faisant la peau pour que la personne n'ait plus de clients, en la descendant complètement sur les réseaux sociaux. Enfin, vous voyez le pouvoir non prédateur, jusqu'où ça peut aller quand on parle d'entrepreneuriat. Donc on a fait 4 points, on va arriver au 5e. Dans le pouvoir non prédateur, on a une orientation d'aide mutuelle et d'assurer une sécurité collective, là où dans le pouvoir prédateur, on va avoir une orientation de la loi du plus fort, c'est-à-dire tuer ou être tué. Là, clairement, c'est un gros changement de paradigme dans le milieu entrepreneurial parce que ça demande de se positionner en tant que partenaire potentiel, même de nos concurrents. Ça veut dire qu'on ne voit pas les autres comme des concurrents, comme des adversaires. Ça veut dire qu'on se positionne en se disant, bah, en fait, peut-être que si on voit nos concurrents comme des partenaires potentiels, eh ben on peut grandir ensemble. Donc par exemple, dans le milieu de l'equi-coaching, on a créé, pour vous donner un exemple concret, enfin 2 exemples concrets, moi j'ai fait partie des fondateurs d'une association en France qui s'appelle l'association EponaQuest France et qui vise à promouvoir l'approche EponaQuest d'Equi-Coaching avec laquelle on travaille, promouvoir le travail individuel de chaque personne diplômée de cette approche, et aussi de nous entraider sur notre maîtrise de cette approche EponaQuest pour mieux accompagner nos clients. Et donc en fait on grandit ensemble, véritablement on grandit ensemble dans nos pratiques, on grandit ensemble dans la façon dont on va faire connaître cette approche sur le marché. Et donc plus on travaille ensemble à faire connaître cette approche, plus il va y avoir de clients intéressés par cette approche, plus il va y avoir de clients pour tout le monde, et en fait on va tous grandir ensemble. Les clients vont grandir parce que cette approche elle est ultra puissante et elle apporte énormément, donc on va vraiment contribuer dans la vie des gens, mais si on fait connaître cette approche sur le marché le plus possible, eh bien on va nous aussi avoir tous beaucoup plus de clients. Et il y a aussi d'autres associations, d'autres syndicats qui se forment. Donc par exemple pour l'Equi-Coaching, moi je fais partie d'un syndicat professionnel qui s'appelle le SYMPAC, qui regroupe plein d'Equi-Coachs qui viennent d'autres approches aussi que l'approche EponaQuest et qui vise à contribuer à structurer notre métier sur le marché français auprès de la législation, auprès de l'État, auprès d'autres fédérations de type de coaching, fédération de l'équitation, etc., qui visent aussi à nous entraider à faire de notre mieux pour professionnaliser notre métier et nous assurer qu'on fasse un métier qui est plus beau. Et puis aussi, il y a tout un système d'entraide. Il y a ne serait-ce que hier, j'ai eu juste à envoyer un petit mail auprès des 80 personnes qui font partie de ce syndicat parce que je cherche un lieu pour faire un séminaire de team building sur Paris pour une entreprise. Et donc en juste quelques mails, eh ben, j'ai des adresses de personnes qui me recommandent des lieux sur Paris. Donc vous voyez, quand on décide d'arrêter de se regarder en chien de faïence et de faire la loi du plus fort et de se faire la compétition à tout prix, eh ben, on peut commencer à développer des systèmes d'entraide qui élèvent tout le monde et qui aident tout le monde et qui nous assurent une sécurité collective à tout le monde. Point numéro 6.
Protéger les plus faibles, ça c'est clairement un point hyper important dans le pouvoir non prédateur, alors que dans le pouvoir prédateur, on va éliminer les plus faibles. Les prédateurs voient, chassent, pour pouvoir se nourrir, les animaux qui sont, les plus jeunes, qui ont des blessures ou qui sont les plus vieux. C'est normal parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à attraper, beaucoup plus faciles à tuer et donc du coup, même entre eux, ils ont développé cette compétence à, en fait, ils savent très bien regarder où sont les faiblesses des gens et du coup, ils peuvent les utiliser, ils peuvent avoir tendance à les utiliser contre eux. Ça, on le voit très fort dans l'entrepreneuriat, on le voit très fort dans toutes nos sociétés. Les faiblesses des gens sont très 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 souvent utilisées contre eux et c'est pour ça que il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est difficile de se montrer vulnérable parce que dans nos sociétés aujourd'hui, quand on se montre vulnérable, ça veut dire qu'on montre aussi les choses qui sont peut-être plus faibles chez nous et que ça peut être utilisé contre nous. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement difficile dans nos sociétés aujourd'hui de se montrer vulnérable parce qu'on sait pertinemment qu'à chaque coin de rue, il peut y avoir des prédateurs qui vont utiliser ça contre nous. Là où je trouve que c'est intéressant, d'un point de vue du pouvoir non prédateur, c'est que ça va nous demander d'aller puiser dans notre courage émotionnel pour pouvoir sortir du lot, se montrer de manière authentique, en ayant, en sachant pertinemment qu'on peut être attaqué, mais en se disant qu'on va pas mourir pour autant. Ça demande un vrai courage émotionnel de faire ça, et ça demande aussi pour pouvoir le faire, je pense d'avoir constitué autour de soi une communauté de personnes, avec qui on sait qu'on peut se montrer vulnérable, on sait qu'on peut montrer nos faiblesses et que nos faiblesses vont pas être retournées contre nous, qu'au contraire on va pouvoir trouver du soutien pour monter en compétences, du soutien pour pouvoir obtenir de l'aide et tant qu'on ne sait pas dire bah oui là en fait dans cette zone de mon entreprise c'est difficile, je sais mal gérer mon argent, je sais pas faire du marketing, je sais pas utiliser les réseaux sociaux, je sais pas faire, je sais pas bien vendre. Bah, tant qu'on n'assume pas le fait qu'on a des faiblesses, qu'il y a des trucs qu'on sait pas encore faire dans notre entreprise, eh ben, on va pas pouvoir obtenir de l'aide. Donc clairement, pour développer son entreprise, eh ben, ça demande d'oser incarner, accepter, assumer qu'il y a des parts de soi qui sont pas fortes tout le temps, parce qu'il y a seulement en reconnaissant ça qu'on va pouvoir ensuite aller chercher de l'aide. Donc ça sert à rien de faire les gros bras, de faire les gros durs. L'entrepreneuriat nous demande de savoir assumer nos faiblesses parce que sinon on ne peut pas grandir, on ne peut pas les soigner, on ne peut pas les substituer, on ne peut pas monter en compétences. Je ne sais plus où j'en suis au niveau des points, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va passer au point numéro 7. Il y en a 10. On va passer au point numéro 7. Dans le pouvoir non prédateur, les individus vulnérables peuvent s'appuyer les uns sur les autres. Alors que dans le pouvoir prédateur, on doit absolument cacher sa vulnérabilité à tout prix. Je vais pas refaire un laïus là-dessus parce que ça correspond exactement à ce que je viens de dire juste au-dessus, donc on va passer au point suivant. Le point numéro 8. Les animaux non prédateurs gardent leur énergie pour les urgences. Vous voyez pas des chevaux qui courent dans tous les sens tout le temps. En fait, ils sont de manière générale beaucoup plus paisibles à brouter, à regarder ce qui se passe dans leur environnement, à faire des gratouilles, à faire une petite sieste, parce que il faut qu'ils gardent leur énergie pour taper un sprint au cas où il y a un danger. Chez les animaux prédateurs, on va voir, même au sein de pas de troupeaux parce que chez les chevaux on appelle ça des troupeaux, chez les animaux non prédateurs on va appeler ça des meutes, principalement. Donc on va avoir dans des meutes d'animaux non prédateurs, de loups, de tigres, de lions par exemple, que les animaux vont créer intentionnellement un climat de peur. On va diviser pour mieux régner, on va instaurer de la peur, de la crainte, de la terreur au sein même de notre communauté pour pouvoir garder le pouvoir. Chose qui n'existe pas dans les troupeaux d'animaux
non prédateurs. Donc clairement, dans l'entrepreneuriat, dans le business, même dans des entreprises, dans des grosses entreprises internationales, dans des associations, dans des familles, on voit beaucoup des personnes qui vont instaurer un climat de peur, qui vont diviser pour mieux régner, qui vont menacer pour mieux régner. Moi, clairement, je fais pas partie de ces gens-là. Ça me pompe mon énergie, mais à un point de vivre dans ces climats-là. J'ai quitté le monde de l'entreprise en me disant plus jamais je ne vis ça. Et donc, ce qui me paraît ultra important maintenant, c'est de m'entourer de personnes qui, elles aussi, vont garder leur énergie pour les urgences, vont préserver leur énergie pour les urgences et vont instaurer un climat de paix, de confiance et de respect mutuel, que ce soit au sein de vos communautés avec vos clients, que ce soit au sein de vos partenariats, avec vos confrères, avec vos consoeurs. C'est quand même tellement plus agréable quand on peut travailler dans un état de bien-être et de paix intérieure au lieu d'être tout le temps dans un climat de peur en se disant mais il peut me tomber, je peux me faire virer du jour au lendemain, il peut me tomber n'importe quoi sur la tête, ça va être horrible. J'ai vécu un climat de peur intentionnelle comme ça, à une période où quand j'étais salariée, il y avait on savait qu'ils allaient virer des centaines et des centaines de personnes et en fait ils n'avaient pas la possibilité dans leurs équipes de ressources humaines de gérer tout le monde en même temps au niveau des licenciements et d'annoncer la nouvelle à tout le monde en même temps et du coup de gérer les licenciements avec tout le monde. Bref, je suis en train de m'emmêler les morceaux, mais bref. Toujours est-il que ce qui s'est passé, c'est que du coup, ils ont instauré un climat véritablement de peur. Et donc, vous connaissez le jeu du loup-garou, et ben c'est exactement ce qu'on a vécu pendant 2 mois. Pendant 2 mois dans cette entreprise, on arrivait le matin et on savait qu'il y avait au minimum 2 personnes qui allaient être convoquées par les ressources humaines pour leur annoncer que c'était fini pour eux, qu'ils allaient devoir prendre leur clic et leur claque et partir. Du jour au lendemain, comme ça, il y en avait 2 par jour. Donc tous les jours, on arrivait au bureau, tous les jours, on se disait, aujourd'hui, il y en a 2 qui vont se faire virer, on sait pas qui, on sait pas comment, la stratégie n'est pas communiquée, en plus ils essayaient de tout faire pour nous menacer, pour que on se défende pas, qu'on demande pas beaucoup d'argent en compensation, et donc on a vécu 2 mois dans un climat de peur, comme ça. Moi j'étais jeune salariée, j'étais jeune cadre, je savais que j'allais retrouver un boulot assez facilement si jamais je me faisais virer, donc fondamentalement j'avais pas les boules, j'avais pas d'enfants, j'avais pas de prêt, enfin voilà, j'avais rien de particulier qui pouvait me mettre en grand danger. Donc j'ai à peu près bien géré, bien vécu en tout cas cette période-là, mais je vous garantis que pour les personnes qui étaient chargées de famille, qui avaient des prêts, qui arrivaient près de la cinquantaine, le climat était absolument horrible à vivre. Alors que on aurait pu faire différemment et être beaucoup plus clair et faire en sorte que avec un pouvoir plus non prédateur, eh ben on explique les choses aux gens et puis on fasse les choses de manière beaucoup plus respectueuse. Bref, point numéro 9. Dans le pouvoir non prédateur, leader et dominant, ce sont 2 rôles qui sont différents au sein d'un troupeau. Et donc ça veut dire que potentiellement ça va être des membres du troupeau différents qui seront les leaders ou les dominants. Chez les prédateurs et dans nos sociétés à nous, on pense que le leadership, ça veut dire être dominant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit souvent dans les entreprises que les managers sont des personnes qui sont très très dominantes. Chez les non-prédateurs, c'est 2 rôles et donc 2 individus qui sont différents et qui ont des bénéfices et des intérêts différents. Je m'explique. Le rôle de leader, c'est la personne qu'on va suivre. C'est dans un troupeau, ça va être le cheval qui va être serein,
dans une crise, qui va savoir où est l'eau, qui va savoir par où il faut s'échapper si jamais il y a un problème. Donc c'est vers lui qu'on va se tourner parce que c'est lui qui va savoir garder son sang-froid et dans les difficultés, dans les incertitudes, et c'est lui qui va nous donner la vision de où aller. Donc concrètement, dans l'entrepreneuriat, quand on est un leader, ça veut dire qu'on est la personne qui va inspirer, qui va avoir une vision d'un monde futur, qui va avoir une vision d'une transformation qu'il propose avec ses produits ou ses services, qui va avoir une vision de là où il veut emmener son entreprise et qui va avoir la capacité à transmettre cette vision et à naturellement inspirer les gens à le suivre dans cette direction. Ça, c'est ce qu'on appelle le rôle de leader. Et le rôle de dominant, c'est un autre rôle. Le rôle de dominant, c'est celui qui va pousser au cul, par derrière, les personnes pour qu'elles se bougent. Ou qui va savoir poser un cadre, ou qui va savoir arrêter des conflits entre plusieurs personnes, diviser des personnes qui sont en conflit. Donc clairement, le rôle de leader, c'est celui qui va faire bouger les gens, mais par l'inspiration, par l'aspiration, c'est celui qui va être devant et qu'on va suivre. Le rôle de dominant, c'est celui qui va être derrière et qui va pousser, si je dois vous donner ça en image. Dans les sociétés prédatrices telles que nous, on les connaît actuellement, très rares sont les entreprises qui ont réussi à séparer le rôle de dominant et le rôle de leader. Très rares sont les personnes qui ont compris que être un leader inspirant, c'est pas la même chose que être dominant. Les deux rôles sont hyper importants. On peut incarner les deux rôles, bien sûr, mais quand on veut inspirer des personnes à nous suivre dans une vision, on peut pas on peut pas les pousser au cul exactement en même temps. Il va falloir qu'on arrive à jongler entre ces deux énergies et parfois venir inspirer les gens dans une direction et parfois venir les pousser par derrière pour les obliger à se bouger. Moi, c'est ce que je fais beaucoup en coaching avec les entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on travaille la vision avec eux. Je vais les aider à visualiser où est-ce qu'ils veulent aller, pourquoi ils veulent aller là, pourquoi ça fait du sens pour eux, reconnecter véritablement à ce sens-là. Et puis parfois, il faut donner un petit coup de pied au cul aux gens qui résistent, qui ont des blocages, qui ont juste des résistances, des petits traumas qui font que c'est difficile d'y aller. Et là, va peut-être falloir aller chercher un peu plus du dominant pour se bouger les fesses et pour sortir de cette zone de confort et passer à l'action. Donc c'est véritablement deux énergies qui sont différentes et on n'est pas obligé d'être un putain de dominant tout le temps qui vient créer juste mettre des coups de pied aux gens tout le temps et poser du cadre tout le temps. Au bout d'un moment, c'est fatigant. En imposer tout le temps, au bout d'un moment, c'est fatigant et pour soi et pour les personnes qui subissent ce rôle de dominant qui est quand même très écrasant et très stressant au quotidien quand on est tout le temps dans cette énergie-là. Et enfin, dans le pouvoir non prédateur, on va venir mettre l'accent sur la coopération et donc l'entraide, alors que dans le pouvoir prédateur, on va mettre l'accent sur la compétition. Moi, je suis pas une grande adepte de la compétition. J'ai un fort esprit de challenge. Et donc j'aime me dépasser, j'aime quand on me fixe des objectifs ou qu'on me challenge à faire quelque chose et que je peux me prouver à moi-même que j'ai réussi. Maintenant, j'ai jamais été une grande compétitrice au sens de faire la compétition contre les autres, et dans l'entrepreneuriat, je suis plutôt fervente de ce pouvoir non prédateur qui se dit que ensemble, peut-être que c'est un peu plus difficile à se mettre en route, mais en fait ensemble je pense qu'on va plus loin, alors que seul on va plus vite, mais on va moins loin. Donc moi je suis plutôt fervente de développer ce pouvoir non prédateur, même au sein de communautés où peut-être je suis avec des confrères, avec des consoeurs, avec ce qu'on pourrait appeler des concurrents, mais je préfère travailler en partenariat avec mes concurrents
plutôt que de faire la compétition à mes concurrents. Et au sein même de mes programmes d'accompagnement, je veille particulièrement parce que je pense que le climat est délétère si on fait vivre de la compétition auprès de nos clients. Moi, je suis dans l'accompagnement, je vends des services, donc je pourrais faire des compétitions et des podiums et comparer les gens les uns aux autres. Mais je pense que pour l'estime personnelle, je pense que pour la confiance en soi, c'est absolument délétère de fonctionner comme ça. Et donc, je préfère privilégier, certes, le fait de se faire challenger, mais de se challenger soi-même et de favoriser, du coup, pour atteindre nos objectifs, le fait de s'entraider entre entrepreneurs. Donc voilà, je pense que j'ai parlé pendant un bon bout de temps. Je vais m'arrêter là pour que vous ayez une overview de ce que ça veut dire le pouvoir non prédateur versus le pouvoir prédateur. J'espère que ça vous aide à identifier et à poser à identifier des exemples de vie, à identifier des processus, à identifier des schémas où vous voyez avoir des comportements non prédateurs, où vous voyez avoir des comportements prédateurs et que ça pose une petite graine de réflexion sur comment est-ce que on peut consciemment décider d'utiliser notre pouvoir prédateur ou notre pouvoir non prédateur. Si on regarde dans la nature, j'ai pas encore trouvé les chiffres exacts du pourcentage d'animaux prédateurs et non prédateurs dans la nature, mais si on regarde un peu les statistiques d'un point de vue ne serait-ce que de nos comportements humains, et ben, comme on est un peu des deux, fondamentalement, il s'agit d'utiliser notre pouvoir non prédateur la majorité du temps, c'est-à-dire au moins 99 du temps pour favoriser un climat de bien-être, de confiance, de co-développement, de respect de l'écologie, de respect de soi, de respect des autres, et puis d'utiliser avec parcimonie et consciemment, quand on en a besoin, notre pouvoir prédateur. Donc on est vraiment sur un ratio qui est très fort pour un pouvoir non prédateur et très faible pour un pouvoir prédateur qui est quand même utile. Mais quand on regarde dans la nature, fondamentalement, il y a très peu de grands prédateurs en nombre. Alors je sais que l'humain a foutu le bordel là-dedans, mais il y a quand même beaucoup plus d'animaux non prédateurs que d'animaux prédateurs. Les animaux prédateurs ont un vrai rôle de régulation. Les virus sont des organismes prédateurs qui ont un vrai rôle aussi de régulation des populations, de régulation de l'écologie et des systèmes. Mais pour autant, en fait, ils sont très peu. Ils sont très peu et ils sont actifs vraiment sur des points et des zones qui sont assez chirurgicales. Donc il s'agit de se poser la question de comment est-ce que nous, on peut réintégrer notre façon d'interagir avec nous-mêmes, avec les autres, avec la nature, avec nos processus d'entreprise pour remettre un maximum de pouvoir non prédateur dans nos entreprises. Et je suis persuadée que c'est un excellent moyen de regarder nos processus d'entreprise pour pouvoir changer les paradigmes d'un point de vue comme je le disais tout à l'heure, hein, de plus de respect vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Et je pense sincèrement que en incarnant de plus en plus notre pouvoir non prédateur, en s'entraidant de plus en plus, eh bien, c'est ça qui va permettre de faire émerger des nouvelles idées, de faire émerger des nouveaux projets qui vont contribuer on est quand même dans une grosse crise écologique aujourd'hui, qui vont contribuer à l'innovation pour préserver la belle planète sur laquelle on vit. Ça commence par nous, je pense. Ça commence par nous, ça commence par créer un climat de confiance, un climat où on peut créer, un climat où quand on a des nouvelles idées, on se fait pas taper dessus par les autres, on se fait pas piquer nos idées par les autres. Si ensemble on arrive à mettre tous nos cerveaux pour pouvoir créer des outils, des systèmes, des produits qui sont plus bénéfiques pour notre bien-être à tous et pour le bien-être de notre planète,
on a tout gagné. Donc pour moi, c'est un système, ce pouvoir non prédateur, qu'on peut enclencher, un nouveau paradigme qu'on peut enclencher et qui est fondamentalement juste un nouveau système, juste un nouveau cadre, qui peut être un nouveau cadre de référence qu'on applique, tous autant qu'on est, pour favoriser, une meilleure écologie et une meilleure vie sur notre belle planète. Voilà, j'ai envie de m'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais que je parle un langage qui est expliqué par d'autres personnes différemment. Moi, je prends le prisme de regarder ça sous le pouvoir prédateur et non prédateur qui a inspiré des chevaux. Et il y a plein d'autres personnes qui disent la même chose différemment. J'avais juste envie d'apporter cette explication, cet angle de vue-là. Donc prenez ce qui vous intéresse, voyez comment ça vous parle, et puis je vais porter une attention particulière sur les réseaux sociaux à venir, décortiquer beaucoup plus qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans des processus de vente, de partenariat, de gestion de la relation client, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre en œuvre ce pouvoir non prédateur de façon très pratique et pragmatique. Donc voilà, dites-moi en commentaire ou envoyez-moi un petit message ou laissez une petite évaluation sur le podcast pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Je serais ravie de poursuivre les échanges. Je garde à date un lien direct avec la messagerie privée sur Instagram. Donc si vous voulez poursuivre les échanges, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram ou à m'envoyer un petit mail à l'adresse hello@lastratégiedubonheur.com. Et puis bien sûr, je vous parlais de coélévation et d'entraide. Donc si cet épisode vous a plu et que vous avez envie de le partager avec vos proches, avec vos potes, merci d'avance parce que ça m'aidera à diffuser ce message et à faire connaître aussi mon activité. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et puis rendez-vous dans un prochain épisode.